7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Ce lundi 17 juin, un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé la dissolution du cabinet de guerre institué depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ce changement soudain survient suite à la démission de Benny Gantz, député d'opposition ayant rejoint le gouvernement, mais qui, par désaccord sur la stratégie militaire de la guerre, s'est détaché de la coalition. Désormais, ce sera le cabinet de sécurité du Premier ministre qui prendra les décisions relatives à la guerre. Repli sur soi, plein pouvoir militaire. Comment décrypter cette décision soudaine ? Pour nous éclairer sur cet événement, nous recevons Renaud Girard, journaliste, écrivain et grand reporter de guerre, auteur notamment de Le Monde en Marche, publié en 2014 au CNRS Éditions. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, véritable coup politique, Benjamin Netanyahou a fait le choix délibéré donc de restreindre son cabinet. Est-ce par souci de stratégie militaire ou est-ce par véritable manque de vision claire sur l'offensive sur Gaza ? Mais il était un petit peu lâché par le centriste Gantz, qui était un court moment Premier ministre avant lui. C'était un gouvernement d'union nationale depuis le 7 octobre, mais avec des professionnels, c'est-à-dire qu'il y avait que Benjamin Netanyahou, il y avait le ministre de la Défense, il y avait Benny Gantz qui avait le droit de vote, donc 3 personnes, plus un siège ouvert pour Lapid, mais qui n'est jamais venu occuper son siège, qui représente aussi un grand parti, je dirais, de centre-gauche, mais qui n'est jamais venu occuper son siège. Et puis, vous aviez aussi des techniciens comme l'ancien chef d'état-major Eisenkot, mais sans droit de vote. Et comme Gantz a dit que si le Premier ministre ne proposait pas à la nation un plan clair pour l'avenir des territoires palestiniens et notamment l'avenir de Gaza, il démissionnerait du cabinet de guerre. Eh bien, c'est ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas obtenu une vision très claire de ce que devrait être le futur de Gaza. Mais ça ne veut pas dire que Israël n'est plus administré. Israël est toujours administré. Et en fait, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, s'accroche aux 3 objectifs de guerre qu'il a donnés. Premièrement, détruire le Hamas et détruire l'idéologie du Hamas. Deuxièmement, démilitariser la bande de Gaza. Et troisièmement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité que l'affaire du 7 octobre recommence. C'est-à-dire que jamais plus le pouvoir ne pourra être donné à une organisation qui menace l'existence d'Israël. Alors ça, ce sont les objectifs de Benjamin Netanyahou. Si donc Benny Gantz a démissionné, c'est parce que pour les atteindre, si je comprends bien, il n'avait pas de plan clair. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Est-ce que Benjamin Netanyahou, effectivement, a de grands objectifs, mais pas vraiment de voie pour y arriver ? Alors, il n'a pas effectivement, mais il veut faire continuer la guerre. La guerre est problématique parce que les combattants du Hamas qui se cachent dans des tunnels sont toujours aussi virulents. Ils ont avant-hier tué 11 soldats israéliens. Donc, ils ont ils donnent beaucoup de fil à retordre à l'armée israélienne. Et l'armée israélienne n'a pas été capable de s'emparer de ses chefs militaires, c'est-à-dire Yahya Sinwar et Mohamed Deif. Et le Hamas continue à pouvoir porter des coups à Tsahal, à l'armée israélienne, surtout lorsqu'elle pénètre au sein de la bande de Gaza. Mais ce que aurait voulu Benny Gantz, c'est d'un plan d'ensemble, et c'est pas seulement Benny Gantz qui souhaiterait ça, c'est aussi les États-Unis d'Amérique ou la France, un plan politique pour le futur. Or, les États-Unis et la France, par exemple, ne veulent pas entendre parler d'autres solutions
que d'autre solution que d'un État palestinien, la création d'un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël. Or, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, et il me le rappelle dans l'interview qu'il m'a donnée dans l'entretien exclusif et qui est publié ce matin dans le Figaro, il ne veut pas d'un État palestinien parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il a donné du pouvoir aux Palestiniens, eh bien, ils ont attaqué Israël. Il fait allusion au fait que les Israéliens, avec Sharon, ont décidé de quitter unilatéralement Gaza en 2005. Ils espéraient que Gaza deviendrait une sorte de Singapour arabe. Eh bien, ils ont été attaqués par le Hamas et donc les partisans de Netanyahou, le grand parti au pouvoir aujourd'hui qui est le Likoud, dit plus jamais ça. Si on comprend bien, il y a un bras de fer justement entre Netanyahou et ses soutiens comme les États-Unis ou la France sur la décision de cette solution à deux États ou non. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou aujourd'hui a une chance de sortir vainqueur de ce bras de fer, sachant qu'il est déjà très fragilisé sur le plan politique ? Alors, on a dit qu'il était très fragilisé sur le plan politique parce que un jour ou l'autre, il y aura une commission d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi la frontière était complètement démunie, que l'attaque était si facile et que les forces israéliennes ont mis plus de 7 heures à venir au secours de leur population. Donc là, il va y avoir un jour ou l'autre une attaque, mais une enquête, mais il a été dit que cette enquête ne commencerait qu'à la fin de la guerre. La guerre n'est évidemment pas toujours finie. On peut noter que Benjamin Netanyahou est toujours en place et il a une solide majorité de 63-64 députés à la Knesset, un parlement qui comprend 120 députés. Les partis d'extrême droite qui le soutiennent pourrait très bien effectivement le lâcher, mais ça serait pas leur intérêt parce que si ces deux petits partis le lâchaient, eh bien il ne serait plus au pouvoir pendant au moins 20 ans. Et donc il a une situation politique intérieure pour le moment plutôt solide et il ne veut pas qu'il soit dit que ce soit lui qui ait donné un État aux Palestiniens, parce qu'il pense que, c'est ce qu'il pense, peut-être se trompe-t-il, mais c'est ce qu'il pense, qu'aujourd'hui, dans leur mentalité, les Palestiniens, et dans leur majorité, n'ont pas véritablement accepté l'idée d'un État juif en Terre Sainte. De quoi sera composé donc le nouveau cabinet de Benjamin Netanyahou, nouveau cabinet de sécurité ? Est-ce que ça aura des répercussions sur la direction des opérations militaires ? Est-ce que, comme on l'a dit, Benjamin Netanyahou veut réellement reprendre le contrôle de la bande de Gaza ? Est-ce qu'on pourrait voir dans les jours qui viennent une intensification du conflit ? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a évidemment un troisième objectif que je n'ai pas cité, mais qui est évident, qui est la libération des otages. Oui. Mais tant qu'il y aura pas d'éradication du Hamas et de libération des otages, de tous les otages évidemment, la guerre, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Les Américains étaient prêts à soutenir un cessez-le-feu, même si le Hamas restait plus ou moins au pouvoir ou participant à une sorte, ou soutenant une sorte de gouvernement palestinien technique à Gaza, quelque chose comme ça. Mais Netanyahou ne change pas sa ligne de conduite. Il veut la destruction politique et militaire du Hamas. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que vous voulez que les dirigeants partent à Alger ? Et il m'a répondu, pourquoi pas, c'est une option. Mais il ne veut plus d'un Gaza avec
avec des éléments du Hamas. Il veut purger Gaza de ces éléments du Hamas. Est-ce que c'est réaliste? Beaucoup de gens dans la communauté internationale et même en Israël disent que ce n'est pas réaliste. Et pour le moment, il a encore quand même le soutien du Parlement. Et en poursuivant cet objectif, est-ce qu'il ne s'exposerait pas aussi à des sanctions internationales derrière? Est-ce qu'il continuerait de pouvoir compter sur le soutien des États-Unis, par exemple? Alors, ça, c'est certain qu'il doit compter avec le soutien des États-Unis. Il ne peut pas se permettre de se passer du soutien des États-Unis, d'autant plus que les États-Unis souvent mettent leur veto pour empêcher que soient votées des résolutions du Conseil de sécurité contre Israël. Mais vous avez vu qu'il était quand même invité à aller s'exprimer, c'est à la fin du mois de juillet, devant les deux chambres du Congrès des États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fois la Chambre des représentants l'a invité, elle est dirigée par un républicain, mais aussi le Sénat, qui est dirigé par un démocrate, ont invité Benjamin Netanyahu à s'exprimer. Donc, il est quand même encore en odeur de sainteté aux États-Unis d'Amérique. Vous le disiez, vous avez eu la chance de pouvoir vous entretenir avec Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pourriez nous livrer peut-être le temps fort de cet échange, puisque c'est le genre d'échange, je suppose, qui marque? Et lui, il estime, si vous voulez, qu'il est dans une guerre de civilisation. Il estime qu'en fait, dans le monde arabe, les Juifs ont pu être acceptés comme des dhimmis, comme des citoyens de deuxième zone, si vous voulez, protégés, mais devant aussi payer des taxes que les autres ne payaient pas. C'est la dhimmitude en islam, si vous voulez, mais que jamais, en fait, les musulmans, donc les voisins d'Israël, ont accepté que les Juifs aient du pouvoir politique. Et que dès le début, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté. Vous savez qu'au début de la colonisation juive de la Palestine, qui avait été encouragée par les Britanniques, eh bien, il y a eu des massacres, ça s'est mal passé dès le début. Dès 1929, vous avez des massacres à Hébron, et ensuite vous avez une grande rébellion arabe en 1936 contre le plan britannique, etc. Et donc, lui, il dit, tant qu'il n'y aura pas de changement de mentalité, il ne pourra pas y avoir d'État palestinien, et il se sent dans une sorte de mission messianique pour protéger Israël de ses ennemis. Et pour lui, Israël est menacé par une deuxième Shoah possible, qui serait la bombe nucléaire de l'Iran, et toutes les tentatives, dit-il, de l'Iran de lui faire la guerre par des proxys comme le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien. Écoutez, Renaud Girard, malheureusement, on va devoir finir sur ces mots. C'était un entretien trop court pour parler d'un sujet si complexe et d'un personnage aussi si complexe. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et j'invite les auditeurs à retrouver donc cette interview dans le Figaro ce matin. Interview que vous avez eu la chance de pouvoir mener avec Benjamin Netanyahou en personne. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt.